Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité grandissante à Medi 1 TV Afrique et bienvenue dans ce talk. Comment faire de la propriété intellectuelle un levier de développement en Afrique? C'est le thème de ce numéro. Et avec nous pour un décryptage un peu plus approfondi, M. Sungwan Kwadio Théodore, chargé de l'information technique et de la documentation à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Merci d'être avec nous. En face de M. Sungwan, nous avons Marie-Josée Fenouille Hudson, inventeur, spécialiste dans l'étude du cheveu au microscope. C'est cela? C'est ça. Merci à vous deux d'être avec nous sur ce plateau. Alors, je vais commencer avec M. Sungwan. Dans un premier temps, qu'est-ce que la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, pour être plus simple, c'est ce que l'homme, par son imagination, crée pour l'amélioration de sa vie. Sur le plateau, on a plein d'objets de propriété intellectuelle. La télévision, la caméra, l'ampoule, etc. Parce que ce n'est pas dans la nature, vous n'allez pas aller trouver la caméra au banco. Il a fallu que l'homme s'asseye et réfléchisse pour pouvoir trouver ça. C'est ça la propriété intellectuelle. Alors, on s'assoit, on réfléchit, voilà. On met en œuvre le fruit de notre réflexion. Dites-nous aujourd'hui quel est le rôle de l'OIP, sinon quel est le rôle de l'OIP et quelles sont les actions menées par votre organisation? Le rôle de l'OIPI se situe à plusieurs niveaux. D'abord, nous sommes la structure de l'État qui pense et qui réfléchit, qui est aussi le Conseil de l'État sur les questions de propriété intellectuelle. Donc, nous accompagnons tous ceux qui sont détenteurs des propriétés intellectuelles à faire sienne leur propriété, parce que le tout n'est pas de créer, il faut véritablement revendiquer la propriété, donc en allant officiellement revendiquer la propriété à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Donc quand vous avez créé, il est bon qu'on vous reconnaisse que c'est vous qui êtes le créateur, et donc il faut venir à l'Office pour dire c'est moi qui ai créé ça. Et donc il y a un certain nombre de critères que si votre invention satisfait à ces critères, on vous délivre un brevet. Et c'est comme ça. Nous sommes aussi le Conseil de l'État de Côte d'Ivoire sur les questions de propriété intellectuelle. Et donc, en union avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, donc nous réfléchissons comment aider nos compatriotes à mieux faire valoriser, en tout cas dans un premier temps, dans une première approche, leurs inventions, leurs découvertes. Voilà. Très bien. Alors, Marie-Josée Fenouille Hudson, vous êtes inventeur. Qu'est-ce que vous avez inventé de façon précise? Alors moi j'ai mis au point un produit dans le domaine capillaire, et comme M. Sungwan a dit, moi c'est à partir d'un besoin personnel. Je suis allée en France faire mes études scientifiques à la faculté des sciences de Nice, et puis j'ai commencé à perdre mes cheveux. À cause du calcaire qu'on retrouve dans l'eau? Oui, mais ce n'est pas forcément dû au calcaire. D'accord. C'est surtout le froid. Okay. Et nos cheveux, nous sommes en Afrique, quand on va au niveau de l'Europe, il y a une autre façon d'entretenir les cheveux. Mais ce qui a fait ma force, étant donné que j'ai fait de la chimie et de la biologie, j'avais tous les éléments pour pouvoir chercher un produit. Donc au départ, je suis allée dans les pharmacies, dans les supermarchés, et puis l'idée m'est venue, j'ai dit, mais tiens, j'ai la connaissance. Et à partir de là, je commençais à faire plusieurs formules, et comme M. Sungwan a dit, à un moment donné, j'ai eu un brevet d'invention. Alors, vous êtes inscrite auprès de l'OIP, c'est ça? Alors, au niveau de l'OIPI, mais pas directement. Étant donné que moi, mon brevet d'invention, je l'ai eu en France, je me suis fait donc immatriculer en France. L'équivalent de l'OIPI en France, c'est l'INPI, Institut national pour la protection. Mais eux, ils ne disent pas là-bas intellectuel, c'est propriété industrielle. Parce que déjà, eux, ils ont compris que ça doit emmener à une situation de marché. Tout à fait. Voilà, donc je me suis fait immatriculer à l'INPI. Et quand je suis rentrée en Afrique, d'abord pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, parce que mon mari était fonctionnaire international, c'est ce que j'aime bien toujours dire, le Burkina Faso applique les principes de la CEDEAO. Vous êtes passé par le Burkina? Je suis passé par le Burkina, je suis arrivée, je me suis présentée au ministère de l'Industrie, et tout de suite, ils m'ont dit, vous êtes ivoirienne, vous avez le droit qu'on prolonge
étant donné que nous avons la possibilité, vous faites partie des pays de la CEDEAO. Je suis une Ivoirienne, je ne suis pas une Burkinabé, mais ils ont pris l'initiative, ils ont appliqué les principes de la CEDEAO et c'est le Burkina Faso qui a prolongé mon brevet français à l'OAPI. Très bien. Alors, le fait que le Burkina Faso prolonge le brevet d'invention de Mme Hudson à l'OAPI, comment est-ce que cela est perçu au niveau de la Côte d'Ivoire? Quelle adéquation peut-on trouver dans ce prolongement? Non, ce que Mme Fedry n'a pas dit, c'est que quand vous avez un brevet français, vous pouvez faire ce qu'on appelle le PCT pour prolonger à l'OAPI. Et la Côte d'Ivoire fait partie de l'OAPI. Donc, l'OAPI, ça regroupe 17 États membres. Et donc, dès lors qu'un brevet valable est délivré au Burkina Faso, il est valable en Côte d'Ivoire. Et vice-versa. Qu'un brevet soit délivré en Côte d'Ivoire, il est valable au Burkina Faso. Voilà un peu comment ça se passe. Donc, elle a usé du principe du PCT. Donc, le Burkina Faso lui a fait bénéficier du principe du PCT. Ou même voilà, c'est tout. C'est ça. Alors, justement, dites-nous quel rang occupe la Côte d'Ivoire dans le paysage de l'innovation sur le continent africain? Il faut dire que à l'OAPI, parce que tous nos brevets sont convoyés à l'OAPI qui va délivrer l'attestation finale. Bon, à Malan, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons 20 brevets. Et nous occupons quand même une bonne place. Peut-être la troisième place. La troisième place. Sur le continent africain? Non, dans l'espace OAPI. D'accord. Qui regroupe 17 États membres. Parce que sur le continent africain, il y a le Maroc qui fait mieux, il y a l'Afrique du Sud qui fait mieux, etc. Donc, il y a l'Égypte qui fait mieux. Donc, mais sur le continent africain, la Côte d'Ivoire doit occuper quand même, en tout cas dans le top 10, normalement. Alors, la Côte d'Ivoire doit être dans le top 10 selon M. Songouin. Madame Hudson, selon vous, quelle serait l'utilité de la propriété intellectuelle pour le développement d'un pays comme la Côte d'Ivoire? Je dirais, comme M. Songouin a dit, l'OIPI fait des efforts. Mais je trouve peut-être qu'on ne leur donne pas l'occasion d'aller plus loin. Ce sont des efforts qui sont insuffisants selon vous? Insuffisants dans le sens que moi, je ne peux pas comprendre. Chaque fois que je fais la comparaison, parce que j'ai voyagé dans beaucoup de pays, je trouve qu'ici, on a beaucoup d'inventeurs et je veux dire, on ne met pas des mesures incitatives. Et je reprends encore le cas du Burkina Faso. C'est quoi selon vous ces mesures incitatives? Mesures incitatives, c'est-à-dire faire un fichier de tous les inventeurs. Voir, je dirais, qu'a besoin de la Côte d'Ivoire pour avancer? Vous estimez que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas. Moi, je ne peux pas comprendre que nous sommes... Monsieur Songouin, là, il peut il va me contredire. Ce n'est pas le cas? Ce n'est pas le cas? Et c'est vrai, parce qu'il y a une question de ciblage des priorités. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, il y a tellement de priorités, à tel point que la propriété intellectuelle est, entre guillemets, reléguée un peu au second plan. Pourtant, oui, ça doit être le levier du développement. Parce que dans les pays émergents, dans les pays développés, c'est à part de la propriété intellectuelle qu'ils sont développés. À part de la propriété intellectuelle. Non, on doit pouvoir privilégier, on doit pouvoir donner à la propriété intellectuelle la place qu'elle mérite. Ça dit que vous avez une invention, ou bien imaginez un pays tropical comme la Côte d'Ivoire. On peut se donner, même à l'instar des autres pays. L'Inde, il n'y a pas longtemps que l'Inde a adhéré au système des brevets. L'Inde s'est dit, les médicaments de première nécessité, moi je ne veux pas de brevet là-dessus. Parce que le brevet, c'est contraignant. C'est un droit privatif. Donc, je ne veux pas de brevet. Pour être encore plus concret, l'Allemagne, à un moment donné, n'avait pas de brevet sur les produits chimiques. Le Japon, la Chine, c'est la même chose. En fonction des priorités, de ce que nous voulons avoir dans 10 ans, dans 15 ans, nous disons, on lève tout ce qui est... Tout ce qui est contraignant. Et on développe ça. On développe ça. Donc, c'est ce qui vient à dire que Mme Hudson a totalement raison. Tout à fait, tout à fait. Poursuivez, madame. Alors, moi, je veux même donner un exemple. Je ne peux pas comprendre que nous sommes un pays agricole et qu'on ne s'intéresse pas, par exemple, dans le domaine de l'invention, tous ceux qui ont fait quelque chose au niveau de l'agriculture. C'est honteux de dire que, oui, on est un pays agricole et on n'a même pas d'industrie concernant l'agriculture, qui est notre priorité. Et
malgré qu'on parle de priorité, moi je dis, il n'y a aucune priorité. Parce qu'un domaine où on croit qu'il n'y a pas d'avenir, c'est ce domaine-là qui peut créer des emplois pour favoriser le domaine agricole. Je donne chaque fois l'exemple en France. Moi, je suis partie partout en Asie. Mais qu'est-ce qui fait la force de la France? Quand vous allez dans les pays, on voit l'industrie du luxe, on voit Vuitton, on voit Saint-Laurent. Pourtant, la France fait autre chose. Mais pourquoi on monte ce domaine du luxe? Parce que c'est ce domaine du luxe qui fait connaître la France et le reste suit. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour une prise de conscience pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse intégrer la propriété intellectuelle dans le développement du pays? Peut-être qu'on peut accompagner déjà quelqu'un qui a une découverte, qui a une invention, aller jusqu'au bout. Et comme ça, on va le citer en exemple. Et en ce moment, son exemple va faire des émules. Parce que je me dis, c'est vrai, là, il y a le CNRA, il y a plein de laboratoires de recherche fondamentale, etc., au niveau de l'agriculture, etc. Mais les particuliers qui inventent, il faut bien que l'État les accompagne pour aller de l'invention à rendre leurs produits commercialisables, donc de bout en bout. Justement, de façon précise, qu'est-ce qui est fait en l'espèce en Côte d'Ivoire? Actuellement, les inventeurs sont livrés à eux-mêmes. Peut-être qu'au niveau de l'office, on a une petite subvention d'à peine 10 millions pour les aider, mais 10 millions, vous savez que ça ne peut rien faire. Donc, il faut que l'État s'engage véritablement à accompagner les inventeurs. Alors, selon vous, l'engagement de l'État doit être à quel niveau exactement? Au niveau financier? Tout, au niveau financier, au niveau encadrement, au niveau technique. Parce que, voyez-vous, vous pouvez inventer, vous pouvez déjà parler peut-être même d'inventer la caméra. Mais vous n'êtes pas électronicien peut-être. Vous n'êtes pas mécanicien, vous n'êtes pas... Donc, il faut bien que, quand vous avez eu l'idée, que vous avez conçue, il faut bien qu'il y ait tous ces techniciens-là qui vous accompagnent. Comment ils vivent? Comment ils sont accompagnés véritablement? Comment vous allez payer la matière première, etc., etc. C'est un peu ça. Donc, soit on peut les accompagner par des systèmes de financement à taux zéro, je ne sais pas, en tout cas. Parce que même encore, la France le fait actuellement. La France le fait. Et pourtant, c'est la France qui nous a colonisés. La France le fait. Donc, on peut accompagner. Ça dit qu'on peut décider peut-être au bout de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans. On peut ne pas prendre beaucoup, 1 ou 2. Aller jusqu'au bout. Voir que c'est un Ivoirien qui a fait ça. On va être fiers. Et vulgariser par la suite ce qui a été fait. Suite. Alors, Madame Hudson, est-ce qu'en l'état actuel des choses, on peut dire que les Ivoiriens ont compris la propriété intellectuelle? Moi, je ne pense pas. Étant donné que j'ai été quand même 8 ans présidente des inventeurs de Côte d'Ivoire, dont j'étais sur le terrain, la première fois que j'ai rencontré certaines autorités, on m'a même posé des questions. Ah bon, il y a des inventeurs en Côte d'Ivoire? Première des choses. J'ai sensibilisé. On a commencé à s'intéresser à nous, mais je me dis, pas jusqu'au bout. D'accord, il y a des inventeurs. Qu'est-ce qu'il vous faut? Moi, par exemple, j'ai réussi à avoir une subvention de l'État à l'époque, parce que je leur disais... De l'État de Côte d'Ivoire? De Côte d'Ivoire. Parce que je leur disais, il y a des inventeurs qui n'ont même plus les moyens de payer. Parce que quand on dépose un brevet, c'est vrai qu'il y a une subvention, mais chaque année, il faut protéger son brevet. Il y a certains qui n'ont pas les moyens, donc j'ai pu avoir une subvention. Ça, c'est déjà, j'avais gagné une bataille. Mais je voulais que l'État comprenne qu'à part ça, il faut mettre, je dis toujours, des mesures incitatives. On ne dit pas à l'État de nous créer des industries, mais au moins, par exemple, quand il y a un colloque, quand il y a des investisseurs qui viennent, par secteur, pourquoi ne pas appeler les inventeurs pour faire des mises en relation. Des mises en relation, des joint ventures, des partenariats gagnant-gagnant. D'accord. Moi, j'ai participé à l'international, par exemple, au Salon de l'invention de Marseille. Mais à partir de là, j'ai eu des conseils que les autres n'ont pas eu. C'est pour ça que je me sentais à chaque fois fort dans ma bataille. Les gens s'approchaient de moi, on me posait des questions. Ah bon, vous croyez, ça peut faire pousser les cheveux? Et comme j'ai l'aspect scientifique, je répondais donc... C'est parce que, comme je dis, j'ai trop aimé l'Afrique, j'ai trop aimé la Côte d'Ivoire. Je voulais revenir dans mon pays. Et chaque fois, je répète, c'est l'erreur que j'ai faite. J'aurais dû commencer en France, où tout azimut, j'avais des partenariats gagnant-gagnant. Mais j'ai préféré laisser tout ça et venir en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, je dis, j'ai perdu 15 années. Maintenant, je retourne à l'international. C'est un remords? J'ai un remords. Et je suis frustrée. Frustrée dans le bon sens. Pour dire, vous ne comprenez pas ce que je fais,
ben, on va aller à l'international. Et quand on parlera de moi à l'international, peut-être vous comprendrez que vous avez perdu Et quelqu'un. vous êtes mieux perçu à l'international en ce moment? Oui. Je suis mieux connue à l'international qu'en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on sait, oui, bon, il y a une certaine dame qui a fait les produits pour les cheveux et ça s'arrête là. Alors qu'à l'international... Justement, qu'est-ce que vous faites pour vulgariser votre invention? Mais pour vulgariser, comme monsieur De façon personnelle, hein? Oui, de manière... D'abord, on a parlé de moi. La première fois que je suis venue en Côte d'Ivoire, chaque fois je remercie les journalistes. Les journalistes ont fait un vacarme sur moi. Pendant un an, on n'entendait parler que de moi. Donc rien que ça devait attirer l'attention des autorités. Mais après ça, ce qui me fait mal au cœur, c'est pourquoi je dis j'aime toujours l'Afrique. J'ai mobilisé des partenaires à l'étranger. Plus les gens qui ont vu mes résultats ici, des femmes qui ont convaincu leur mari, on a mis des millions, on a créé une société anonyme. Mais je dis toujours, le reste ne suit pas. Alors, il y a un peu comme un remords chez Madame Hudson. Monsieur Songboin, qu'est-ce que vous faites exactement de façon précise pour lutter contre la contrefaçon? Vous savez, nous sommes l'État. Donc l'État ne fait que mettre les lois en place. Donc pour lutter contre la contrefaçon, nous avons créé le CNLC, donc le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Donc c'est une cellule qui est issue du ministère de l'Industrie, à l'initiative de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, pour lutter véritablement contre la contrefaçon. Et donc dans le CNLC, il y a des douaniers, il y a des magistrats, il y a la police économique, etc. etc. Donc c'est comme ça que nous aidons. Et quelles sont exactement les actions que vous menez sur le terrain pour véritablement contrer la contrebande? Voilà. Bon, comme je l'ai dit, nous, on ne fait pas la répression. Donc la répression est dévolue. La sensibilisation. La sensibilisation. Donc maintenant, pour que on fait plus de la formation. Formation pour enregistrer. Parce qu'il y a contrefaçon quand il y a atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Vous n'avez pas de droit, vous ne pouvez pas parler de contrefaçon. Donc, ceux qui ont des idées, ceux qui ont des projets, par exemple une marque ou un brevet, il faut qu'ils viennent protéger. Une fois c'est protégé, quiconque enfreint, donc quiconque utilise frauduleusement ta marque ou ton brevet, il est en contrefaçon. Et en ce moment-là, tu peux aller te plaindre. Voilà un peu. Donc, il faut s'inscrire dans la légalité pour pouvoir véritablement faire valoir tes droits. Qu'est-ce que ça coûte de s'inscrire dans la légalité quand on est inventeur en Côte d'Ivoire? Bon, un inventeur, comme Madame l'a dit, parce que l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministre de l'Industrie, qui est le représentant au conseil d'administration de l'OAPI, donc l'OAPI a décidé que tous les inventeurs ivoiriens soient subventionnés. C'est-à-dire que vous avez un brevet qui coûte 560 000 francs. La première année, vous payez 10%. Donc ça vous fait à peu près 25 000 francs, quelque chose comme ça. On peut se dire que c'est à la portée, mais c'est pas, comme elle le dit, c'est pas à la portée de tous. Parce qu'un inventeur, ça peut être n'importe qui. Il n'a pas forcément les moyens. Voilà. Oui. Mais il a des idées. Et donc, de la deuxième année jusqu'à la 10e année, c'est subventionné jusqu'à, vous payez que 20%. Donc 44 500. Donc voilà un peu ce que l'État apporte comme subvention ou bien comme assistance aux inventeurs. Et donc de telle sorte que il ne doit pas normalement avoir peur, il ne doit pas craindre de venir enregistrer. Est-ce que vous sensibilisez à ce niveau? Tout à fait. Il y a un message qui est porté à l'attention des inventeurs. Tout à fait, beaucoup. Et même au moment où je vous parle, il y a une équipe qui est à l'INPHB formée encore Alors, pour revenir à notre thème du jour, Madame Hudson, en quoi est-ce que la propriété intellectuelle pourrait contribuer au développement du continent africain et de façon spécifique au développement de la Côte d'Ivoire? Alors, bon, je dirais, une fois que l'OIPI a fait son travail, je me dis le ministère de l'Industrie, le ministère de la Recherche scientifique doit pouvoir avoir un fichier de tous les inventeurs. Et à partir de là, prendre des priorités du pays. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. On produit du café, du cacao, de l'anacarde. Voilà. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait un inventeur qui avait fait un genre de petit appareil pour casser les cabosses de cacao. Mais ça pouvait aider les agriculteurs. C'est-à-dire, on ne s'est pas occupé de lui. Aujourd'hui, je ne sais même plus ce qu'il devient. Voilà. Et il y a eu plusieurs inventeurs. L'effet de découragement a fait qu'ils sont partis. Donc, je me dis, si on veut avancer, si on veut avoir des industries, surtout, parce qu'on aime parler toujours en Côte d'Ivoire,
pays émergent. Mais pour être un pays émergent, c'est la science, c'est l'invention. À partir d'une seule invention, on peut créer des emplois. Voilà. Alors ça, c'est votre vision. Oui. Monsieur Songouan, une réaction par rapport à la même question? Oui, je partage totalement la vision de Mme Fenouil parce que on est un pays agricole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 10 000 priorités, on peut choisir, ne serait-ce que peut-être parce que... Celle qui peut nous permettre d'avancer. Tout à fait. Imaginez que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont plus de la moitié de la production cacaoyère au monde. 60%. 60%. Il y a combien d'usines de transformation pour prendre le chocolat en Côte d'Ivoire, au Ghana? C'est toujours les mêmes usines, les mêmes multinationales qui sont venues s'implanter. Il ne faut pas de recherche et développement. Or, suivez un peu la migration de la culture cacaoyère. Depuis l'Est, maintenant, on est confiné à l'Ouest. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ce n'est pas évident qu'on ait la même superficie à l'Ouest. Le cacao est en train de mourir. Le chou d'un cheval est en train de tout détruire. Comment faire en sorte que, comme Madame l'a dit, on développe l'écosystème du cacao pour que, véritablement, tout le monde gagne. La question reste posée. Voilà. Justement, au niveau économique, Mme Hudson, quel pourrait être l'apport de la propriété intellectuelle, surtout quand on sait que l'environnement de l'innovation et de l'invention est en perpétuelle mutation? Perpétuelle mutation, moi je dirais oui et non. Moi je vais prendre un cas concret. Allez-y. Le mien, qui est un besoin vital. C'est-à-dire, moi j'ai cru au départ que j'avais fait un produit par rapport au fait que je perdais les cheveux. Mais en fait, je ne savais pas que 10 ans après, il y allait avoir un phénomène en Afrique, comme je dis. Pourquoi paraître? Les femmes, vous voyez bien, mettent des faux cheveux. Et ces faux cheveux... Et là, on assiste à l'apparition du phénomène nappy, comme on dit. Voilà. Ça? Et nappy, effectivement, comme je dis aussi, nappy, c'est un phénomène, oui et non. Parce qu'il y a certaines qui sont venues me voir. Entretenir les cheveux nappy, il faut avoir le courage. Parce que moi, j'étais nappy avant d'aller faire mes études en France. Bon, bref, on va... on va pas passer dans ce domaine. Mais je vais expliquer pour dire, une fois que quelqu'un a fait quelque chose qui est nécessaire, parce que moi, c'est la santé capillaire. Je peux vous dire, sur 10 femmes que je vois en Côte d'Ivoire, 7 dixièmes deviennent chauves, ont une alopécie sévère parce qu'elles mettent des faux cheveux et ça tire sur le bulbe. Donc j'ai mis un produit qui est vital, je dirais. Est-ce que vous aimeriez avoir une femme qui est chauve? Je ne pense pas. Pas du tout. Pas du tout. Je n'aimerais même pas être chauve moi-même. Et les femmes sont découragées, mais je dis, battez-vous à ma place. Parce qu'elle me dit, Madame Fenouil, tu as arrêté, c'est pas toi qui souffres, c'est nous qui souffrons. Voilà, donc je veux dire, on ne peut pas faire un produit où la population demande ça, et puis il n'y a rien pour inciter, comme je vous dis, à la suite. Parce justement, qu'est-ce que vous proposez comme mesure d'incitation? Incitation, par exemple, mon cas, j'ai monté une société anonyme au niveau du CPC. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pourquoi le CPC, quand on crée une société, ne met pas une feuille pour dire ce à quoi vous avez droit? Il a fallu que, à un moment donné, je paye les impôts ici, à gauche, à droite, et à un moment, on me dit, mais non, vous avez droit à telle exonération, tout ça. Je ne suis pas au courant. Deuxièmement, à un moment donné, on m'a dit, je vais vous dire, on m'a dit, mais Madame Fenouil, vous, c'est un cas spécial. Vous êtes une Ivoirienne, même si votre produit est fabriqué en France. Moi, j'ai voulu faire l'industrie ici, mais si personne ne m'écoute, je fais fabriquer par un laboratoire en France. On me dit, vous avez droit à un abattement au niveau de la douane. Au lieu que votre produit soit vendu en pharmacie à 25 000 francs, ça aurait pu être vendu à 15 000 francs parce que c'est une nécessité. Je leur ai dit, est-ce qu'on m'a dit ça? Vous attendez maintenant que je suis en train de fermer la société anonyme pour me dire que j'avais le droit de remplir un dossier et qu'on présente au Conseil des ministres. Et là, je dis, c'est pourquoi je dis que les ministères ont un fichier. Nous, on part vers l'information. Mais si on nous cache des données, moi, je veux dire, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Il y a un déficit d'information. En fait, ce qu'elle dit est tellement vrai que un pays est régi par les lois, conçues par les fils même du pays, en fonction de là où elle veut aller, là où il veut aller. Et donc, normalement, tout le monde n'est pas spécialiste du droit. Quand on a édité, c'est ça un peu, elle dit. C'est-à-dire qu'on a comme l'impression qu'on édite les trucs, on cache après pour venir faire chanter les opéras. C'est pas normal. Or, si on veut vraiment aider les Ivoiriens, l'agent du fisc qui a édité ça, son droit,
il doit pouvoir être là pour accompagner. Pour dire, toi, tu dois payer ça, tu dois pas payer ça, tu dois payer ça, tu dois pas payer ça. Et petit à petit, le gars, il prend du volume. Mais si tel n'est pas le cas, elle a été obligée de fermer. Pourquoi? Parce qu'elle coupissait sous le poids des impôts. Alors qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'elle pouvait prendre sans. C'est malheureux. Donc, tout le monde n'est pas spécialiste du droit. Et quand on a édité du droit, quand on a édité un droit pour faire avancer quelque chose, il faut qu'on se donne d'expliquer. On a à peine 50 ans d'existence, hein, donc tout le monde n'est pas au fait de ces rouages-là. Donc il faut expliquer, réexpliquer. Très bien. Alors, nous avons que juste 26 minutes. Nous allons vous retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission, voilà, qui referme cette première partie du talk consacré à la propriété intellectuelle sur le continent. Je vous retrouve pour un autre numéro.